pour nous plonger dans le vivant, cette fois-ci. Et l'histoire de cette journée est celle-ci. Nous nous sommes demandé ce qui se passait quand nous touchions un objet. Quel était ce signal qui nous informait que nous avions touché un objet? Notre cerveau traitait cette information et renvoyait notre main, soit de l'enlever, soit au contraire de la laisser. Tout cela paraît être simple, mais en fait, c'est ce que nous allons aussi explorer aujourd'hui. Et au-delà de ça, la question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce qui se passe aussi quand on prend conscience de son corps, tout simplement, ou encore quand nous nous concentrons avant de sauter à la perche. Dans quel état est-on? Quel est notre système nerveux à ce moment-là? C'est des questions que nous nous sommes posées. Après, il y a d'autres questions qui sont arrivées, et notamment le fonctionnement d'un neurone, le fonctionnement de l'influx nerveux qui passe d'un neurone à un autre, comment les réseaux de neurones peuvent se construire, et qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, nous sommes ce que nous sommes. Et j'en profite maintenant, la transition, avec un chercheur d'exception, Bassem Hassan. Bassem, tu peux venir si tu veux. Donc, qui va nous faire la conférence. Je vais vous présenter en quelques mots. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que c'était un chercheur d'exception. Alors, Bassem Hassan a commencé ses études, notamment à Beyrouth, à l'université américaine de Beyrouth en 1989. Puis il a fait sa thèse de doctorat dans l'université de l'Ohio. Il est devenu chef de groupe en Belgique, docteur à l'INSERM. Il a eu 2 prix. Le premier prix, en 2016, je pense, c'était le prix du chercheur d'exception. On peut quand même presque l'applaudir pour ça. C'était le prix de la fondation Paul G. Allen. Et voilà, et je pense que c'est un chercheur d'exception parce qu'il sait faire le grand écart. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un grand sportif qui fait le grand écart, et je vais vous dire pourquoi. Alors il a eu un 2e prix en 2019, le prix Roger Spolberch, pour ses travaux sur les maladies dégénératives et certaines maladies psychiatriques. Et notamment, il a étudié le rôle anormal de la protéine amyloïde, que vous connaissez certainement, dans le fonctionnement neuronal et l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Il veut relier le comportement individuel du neurone, d'un seul neurone, à celui de la création d'un réseau, et finalement la création de l'individualité. C'est ce que j'appelle le grand écart. Pour moi, c'est un grand écart. J'espère qu'il y arrivera. Donc il vise à relier le développement structurel morphologique à notre comportement, c'est-à-dire comment d'un cerveau on en déduit ce que vous êtes. Peut-être que je le dis pas très bien, mais il va le redire. Et dans cet questionnement, il se pose aussi la question comment le génome construit-il le cerveau? Et là, le génome ne peut pas construire le cerveau comme le foie ou le cœur. Parce que le cerveau, je dirais, il est intelligent, en tout cas il est siège de l'intelligence. Il est siège d'énormément de choses. Donc, la question c'est celle du comportement individuel. Et pour moi, quand j'ai lu un peu ce qu'avait fait Bassem Hassan, c'est un peu celui qui relie le boson de Higgs avec l'origine de la gravité au fonctionnement du système solaire de Newton. Donc c'est un peu le grand pas entre la mécanique quantique et la physique classique. Je n'en dirai pas plus, mais moi c'est l'impression que j'ai eue en t'écoutant, en te lisant. Pas de pression. Bon, je vais le faire avec humour quand même. Bon, donc, voilà. Donc je laisse la parole pour 40 minutes à Bassem, qui après répondra à vos questions. Je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez comme ça sans micro ou pas? Oui. C'est bon? C'est mieux avec le micro parce que comme ça on oui, pardon. Ok. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi et honoré d'être ici. Deuxièmement, vous allez m'excuser parce que je vais massacrer la langue française. Je ne parle pas très bien français. En plus, il y a l'accent et tout ça, donc excusez-moi, je vais essayer de trouver les mots justes quand il faut. Troisièmement, n'hésitez pas de m'interrompre et poser des questions si quelque chose n'est pas clair pour vous. Bon, merci beaucoup pour cette introduction certainement déméritée, mais bon, super gentil. Voilà.
je voulais commencer par une chose que l'on entend tout le temps presque. C'est la question de la science pour guérir, hein, pour traiter les maladies, pour guérir, pour etc. Les grands challenges, c'est les maladies X, maladie Y, le cancer, ce qui concerne le cerveau, les maladies dégénératives, psychiatriques, etc., etc. Maladie, 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 maladie. Mais en fait, la plupart des gens ne sont pas malades. Donc, ce que moi, personnellement, je trouve incroyable, c'est comme il est tellement possible d'atteindre tellement des maladies de cerveau, comment ça se fait qu'on est quasi, la plupart des gens, on est, globalement parlant, en état de santé cérébrale. Le mystère pour moi, sachant qu'il y a toutes sortes de toxines, etc. dans l'environnement, on est tous porteurs des milliers, voire dizaines de milliers de mutations génétiques en nous, tous, hein, et on est tous en santé. Ça, c'est ça le mystère. C'est pas, pour moi, c'est bizarre qu'on n'ait pas tous, en fait, des malades cérébrales. Et du coup, de mon point de vue, ce qui est vraiment intéressant, d'ailleurs, personnellement, mais aussi important, pour comprendre comment éventuellement traiter toutes ces maladies cérébrales qui restent un vrai défi, hein, c'est pas de comprendre les maladies. Après, je dois... Ah, ça c'est ça, et ça c'est... Non, oups. C'est comprendre comment faire marcher un ordinateur de quelqu'un d'autre. T'es en bonne santé. Ah, à droite, ok, pardon. Ouais. Merci. Ok, bon, on va retenter tout là. Pardonnez-moi. Ça va? Ok, ouais, merci. Donc je reprends. Si on veut vraiment comprendre les mécanismes pathophysiologiques, comme on dit en mots techniques, de toutes ces maladies, ce qui est vraiment intéressant et important, c'est comprendre la santé. C'est quoi un cerveau? Pourquoi le cerveau fonctionne? Pourquoi il fonctionne comme il fonctionne? Pourquoi tous les cerveaux ne sont pas identiques? Et finalement, pourquoi à un moment donné, chez certaines personnes, ce cerveau passe d'un état de santé, un état qu'on appelle pathologique au malade. Okay? Et pour comprendre la santé, c'est vraiment la recherche fondamentale guidée par la curiosité des scientifiques. Ce qui est absolument essentiel pour faire avancer la connaissance et du coup la médecine. La médecine ne va pas avancer parce qu'il y a des médecins. La médecine avance, les gens vont être traités parce qu'il y a des médecins. Et heureusement qu'il y a des médecins qui nous traitent. Mais la médecine avance parce qu'il y a de la recherche. Et la recherche avance, c'est parce qu'il y a des gens, des chercheurs curieux qui disent « Ah tiens, moi je m'intéresse à ce problème-là » sans avoir besoin d'une raison pourquoi s'intéresser à ce problème-là. J'ai entendu pendant le déjeuner mon collègue Alberto Bacci raconter l'histoire de Enrico Fermi, le grand physicien italien, qui s'intéressait à splitter l'atome pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette... Est-ce que l'atome, c'est vraiment le truc le plus petit dans l'univers, ou est-ce qu'il y a plus petit que ça? Donc c'était la question que Enrico Fermi, qui servait à absolument rien. La personne qui a inventé le laser, il jouait en fait avec les ondes de lumière. Il jouait vraiment. Et aujourd'hui, le laser, c'est partout, ça fait fonctionner tout. Vous voyez, donc, toutes les grandes découvertes qui servent à quelque chose dans la société ont venu parce qu'une personne était curieuse sur une question qui intéressait à l'époque que cette personne. En fait. Bon. Je ne sais pas
pourquoi ça avance si vite? Voilà. Parce que la recherche n'avance pas si vite. Bon, évidemment, quand on parle cerveau, nous, on est des êtres humains, l'espèce Homo sapiens sapiens, et on est des égoïstes, des grands égoïstes, comme on montre par détruire la planète. Mais bon, et évidemment, la plupart d'entre nous s'intéressent à notre propre cerveau. Comment fonctionne mon cerveau, hein? Le cerveau humain, à la limite. Mais il y a évidemment aussi des limites d'accessibilité, des limites éthiques très importantes qui font qu'on ne peut pas juste étudier le cerveau humain comme on veut, quand on veut, de n'importe quelle façon. Et donc pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle les organismes modèles, c'est-à-dire d'autres espèces, hein, des animaux, où on a décidé entre nous, comme société humaine, c'est OK en fait de faire la recherche sur ces espèces-là pour comprendre notre propre cerveau, mais en général, l'idée d'un cerveau et comment ça fonctionne ce cerveau-là. OK? Et parmi... Et donc, voilà, avant d'y aller là. Ben, parce que, en fait, ce que j'ai mis là dans ce cartoon de cerveau humain, c'est un tout petit cerveau d'une mouche de vinaigre. Mais je reviendrai là-dessus dans un instant. Ben oui. Bon. Et moi, je pense que c'est impossible de comprendre pleinement le cerveau sans comprendre comment il se forme. Pourquoi? Parce que justement, on va revenir là-dessus dans un instant, un cerveau n'est pas en fait une machine dans ce sens-là. Parce que une machine, ça se construit. Ça se construit à partir des morceaux qu'on met ensemble. Et voilà, il y a une machine. Donc, la machine, l'ensemble de la machine, c'est tout simplement le somme de ces morceaux. Ce n'est pas vrai dans le cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose qui croissant selon ses propres règles. Et du coup, pour comprendre comment fonctionne une telle machine, entre guillemets, il faut comprendre comment se forme cette telle machine. Les étapes consécutives de la formation. Donc, on peut comprendre beaucoup de choses sur un cerveau sans comprendre comment ça se forme, mais pas l'ensemble, la totalité de ses fonctions. En tout cas, c'est ce que je réclame. Et encore une fois, pour comprendre ce fameux cerveau humain, qu'on ne peut pas tout étudier d'une façon simple, on utilise d'autres espèces, comme le souris, la mouche, qui sont montrées ici, mais aussi des cellules souches humaines qu'on peut travailler avec dans le laboratoire, de ce qu'on appelle une approche in vitro, c'est-à-dire pas in vivo dans l'animal lui-même, parce que nous on est des animaux aussi, hein. Mais en fait dans un dish. Et pourquoi, on peut poser la question, mais comment voulez-vous comprendre un cerveau humain à partir d'un cerveau de souris ou de mouche, encore? Mais, allez, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, hein? Ben, c'est parce que c'est grâce, pas grâce à ce monsieur-là, parce que c'est pas lui qui a inventé l'évolution, c'est lui qui a proposé l'idée d'une évolution par sélection naturelle. Et donc, grâce à la découverte intellectuelle de Darwin, on sait aujourd'hui que toutes les espèces vivantes dérivent d'un ancêtre commun. Et c'est-à-dire, du coup, toutes les règles qui s'appliquent pour le développement d'un cerveau de n'importe quel animal sont les mêmes règles principaux qui s'appliquent sur le développement d'un cerveau humain. Okay? Et c'est pour ça
pas que le développement, mais le fonctionnement aussi, et vous allez voir avec Pierre-Marie Edo et Alberto Bacci, justement ces choses-là. Mais c'est vraiment à partir de cette découverte de Darwin qu'on a commencé à dire, ah bah tiens, du coup moi si je comprends le cerveau d'un n'importe quel animal, je comprends quand même quelque chose sur le cerveau, sur mon propre cerveau humain. Ok ? Parce qu'il existait des liens, et après Darwin, on a découvert l'ADN, la matière génétique, la matière d'hérédité, et on a compris comment l'évolution en fait change cette matière génétique-là pour finalement donner toutes ces formes riches de la vie. Et donc cette idée d'évolution à partir d'un ancêtre commun et à partir d'un patrimoine génétique commun pour toute la vie, signifie que les détails, évidemment, sont très différents. Hein. Le cerveau d'une mouche de vinaigre est tellement petit par rapport à notre cerveau, par exemple, et même s'il est très petit, il contient quand même 150 000 neurones. Cette petite mouche autour de vos bananes bien mûres, okay, elle a un cerveau qui contient 150 000 cellules cérébrales. C'est pas rien. Ok, le nôtre contient à peu près 60 milliards, mais bon. Ok ? Mais conceptuellement parlant, ils se forment exactement de la même façon. C'est-à-dire, à partir des cellules souches neuronaux, on produit des neurones et des cellules gliales qui vont former des réseaux, qui vont communiquer entre elles, qui vont faire fonctionner le corps d'une mouche ou d'un souris ou d'un monsieur ou une madame. Ok ? Ah, j'ai oublié de traduire ça en français. C'est pour ça qu'on peut utiliser des modèles dits simples pour, en fait, solve. Résoudre, merci. Résoudre des problèmes complexes. Ok ? Bon, ça, c'est juste pour l'image. C'est une peinture à 1 million, ça? Non, c'est vraiment une image d'une toute petite partie d'un cerveau souris, je pense, où on voit les neurones et les vaisseaux. Et, voilà. Bon. Après, comme j'ai dit, ces fameuses règles qui font former et puis fonctionner un cerveau viennent de la patrimoine génétique commun que nous avons avec tous les êtres vivants, y compris la mouche du vinaigre. Et en fait, ce qu'on a trouvé en séquençant les génomes de différentes espèces, que par exemple 77%, en Belgique on dit 77%, 77% des maladies génétiques de l'homme peuvent se trouver chez les mouches. C'est-à-dire que les gènes qui encodent des gènes qui sont trouvés mutés, par exemple, dans maladie génétique humaine, la mouche a exactement les mêmes types de gènes chez elle aussi, qui font plus ou moins les mêmes choses. Okay ? Donc, ce patrimoine génétique est très, très conservé. Évidemment, il y a le patrimoine génétique unique à l'humain, comme il y a le patrimoine génétique unique à la mouche, etc. Parce que pendant l'évolution, ils ont divergé, comme on dit. Okay. Est-ce que c'est assez clair? Oui, jusqu'à maintenant. Ok, très bien. Eh bien, cette mouche de vinaigre, de laquelle on va continuer à parler pour quelques instants, elle a un cerveau qui est très très compliqué. Et là, c'est le traçage d'une toute petite partie des axones, des câbles neuronaux dans le cerveau d'une mouche de vinaigre. Et vous voyez, ça c'est le système visuel, ici, ça c'est le cerveau central. Et vous voyez comment ces câbles vont dans tous les sens de manière très très complexe. Donc, même si c'est petit
est simple et facile à étudier, ça reste relativement complexe. Et jusqu'à maintenant, en fait, on comprend plus. Attention, hein, faites attention à ça. On comprend plus de la formation de l'univers, les formations de l'étoile dans l'univers, les planètes, etc., ce qu'on comprend sur comment fonctionne le cerveau d'une mouche de vinaigre. Ok ? Le cerveau, c'est la matière la plus complexe de l'univers entier. C'est une chose incroyable. Et donc, on est loin de comprendre un cerveau vraiment. Bon, on compare souvent, en fait, ce réseau neuronal de câblage des neurones qui vont se connecter à partir des synapses et qui vont communiquer des signaux chimio-électriques. Vous allez entendre plus de ça, j'imagine, de Pierre-Marie et d'Alberto. Il est souvent comparé à un réseau électrique, comme ça. Les gens disent, ou il est souvent comparé à un ordinateur. Les gens disent, the brain is like a computer. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. En fait, rien n'est plus faux que ça. Le cerveau et le câblage neuronal n'ont rien à voir. Rien à voir, j'exagère un tout petit peu pour l'effet. Bon, très très loin d'être un réseau électrique. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Comme j'ai dit, d'abord, pour construire ce réseau électrique, par exemple, de votre appartement ou maison, vous pouvez en fait mettre les différents morceaux et câbles, etc., dans quasi n'importe quel ordre. Ce qui est important, c'est à la fin que vous avez ce réseau-là. Deuxièmement, ce réseau-là fonctionne d'une manière complètement prédictible. Si moi je coupe ici, je sais exactement ce qui... D'ailleurs, quand vous appelez un électricien pour dire il y a de la lumière partout, sauf dans ce coin de ma maison, etc., il va tout de suite direct pour le plan électrique de votre appartement, et il va dire vous avez certainement un problème là-bas. Parce que si vous aviez le problème ici, vous aviez un autre coupage, etc. Au niveau de cerveau, c'est grâce à des découvertes hasardeuses qu'on a trouvé, si quelqu'un a un problème de ce parti de cerveau-là, il va montrer avec une certaine probabilité, et ça c'est très important, un problème de lecture ou de système visuel ou X ou Y ou Z. Ok? Mais c'est à partir de l'observation qu'on sait comment fonctionne le cerveau, pas à partir de la construction. Donc, deux différences. D'abord, ça se développe pas, ça se construit, et ça se construit à partir d'une matière déterministe, et ça fonctionne d'une façon déterministe, claire, qui obéit exactement son façon de câblage. Toutes ces choses-là sont faux pour le cerveau. Et du coup, un cerveau, ce n'est pas un ordinateur, c'est quelque chose encore beaucoup plus complexe que ça. Le métaphore est utile, mais il n'est pas vrai. Et ça, c'est important. Et vous voyez déjà que ça, par rapport à la complexité de ça, qui peuvent éclairer tout un appartement, par exemple, faire fonctionner un ordinateur, une radio, je ne sais pas quoi, ça, c'est juste un petit cube, petit volume d'un cerveau d'une mouche de vinaigre, avec une petite partie de toutes les câbles et les synapses, etc. Vous voyez la complexité là? Donc dites-moi, si moi je coupe ici, qu'est-ce qui va se passer? Et malgré ça, en fait, ça fonctionne. Moi, je trouve incroyable qu'un cerveau fonctionne. Parce que quand on regarde le câblage, on se dit, c'est complètement aléatoire, ça, c'est fou. Bon. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de
de vous communiquer comment, en fait, on commence à approcher ce problème très, très complexe. Bah, commençons par énoncer ce qui est très évident. Le cerveau, ça n'existe pas. C'est mal parti, hein? Non, mais je vais expliquer. Évidemment que le cerveau existe. Mais le cerveau n'existe pas dans quel sens? Dans ce sens platonique de terme. Un idéal de cerveau, hein, il y a un cerveau. Le cerveau, c'est comme ça. Ce qui existe dans la vie réelle, moi je déteste Platon, le philosophe, je n'aime pas. Bon, pour des raisons diverses et variées, mais on ne va pas rentrer dans ça. Ce qui existe en réalité, c'est des cerveaux. Pas dans chaque personne, hein. Chaque personne a un cerveau. Mais dans la vie réelle, hein, votre cerveau n'est pas une attente, a failed attempt, how do you say that? Un essai qui échoue. Un essai échoui d'atteindre le cerveau idéal. Votre cerveau est unique à vous et c'est le cerveau. Donc chacun, ce n'est pas des exemples d'un cerveau, c'est des cerveaux tout simplement. La nature est faite de la diversité. Elle n'est pas faite d'une plusieurs exemples un peu imparfaits d'une chose qui doit être parfaite comme ça. Ça n'existe pas. Ça existe que chez Platon, c'est pour ça que je le déteste. Vous voyez? Donc ce monde idéal, que la réalité est une réflexion imparfaite d'eux, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est la seule chose qui existe, et c'est la seule chose qu'on doit étudier, et se contenter à étudier et à comprendre. Et donc, à partir de ce concept de variation cérébrale, c'est comme ça qu'on commence à poser, mais comment ça se fait que tous les cerveaux ne sont pas identiques en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire que tous les cerveaux ne sont pas identiques? Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant? Et comment ça se fait que les cerveaux, même chez les jumeaux ou les animaux avec un patrimoine génétique identique, ne sont pas identiques? D'accord? Donc, moi, je réclame. Ce qui est intéressant, ce n'est pas comprendre le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est comprendre les cerveaux. Deuxième chose assez évidente, c'est le développement du cerveau est important pour les fonctions cérébrales. Ça peut être assez trivial. Dans quel sens? Imaginons deux réseaux neuronaux dans un cerveau où une partie de ce cerveau est faite des socialistes des LR qui tentent de parler à le côté du cerveau fait des vers, quoi. Et s'ils trouvent un moyen de bien entendre et bien parler entre elles, peut-être on a des bonnes réponses à des problématiques sociales, climatiques, etc. Imaginons dans ce fameux cerveau-là, pendant le développement, cette connexion ne se développe pas. C'est-à-dire que les conservateurs et les socialistes ne vont pas parler aux verts et peut-être on ne va pas avoir des réponses de cette partie du cerveau. Ça, c'est trivial, c'est pas intéressant. Bon, c'est intéressant, mais pas... Mais imaginons par contre que ces deux parties de cerveau se connectent entre elles de façon différente chez trois individus différents. Est-ce qu'on sait prédire quelles sont les réponses données par ces patterns de connectivité par rapport à ce pattern de connectivité, par exemple? Peut-être que ça ne change rien, en fait. Peut-être la seule chose qui est importante, c'est que cette partie de cerveau parle à cette partie de cerveau. Hein? Mais peut-être c'est important, en fait, que ça n'a pas croisé, ou si c'est croisé comme ça va donner d'autres réponses, etc. Ok? Donc là, vous voyez, le principe est le même,
mais il est appliqué dans la réalité des choses de 3 façons différentes. Ok. Pour justement essayer de comprendre ce truc-là, nous, on utilise les cerveaux des mouches de vinaigre, le drosophile, le fameux drosophile, Drosophila melanogaster, et plus en particulier son système visuel. Et plus en particulier, ces neurones, ce type de neurones que j'ai découvert quand j'étais postdoc aux États-Unis, c'est une partie du système visuel d'une mouche où chaque neurone individuel, elle envoie son axone, son câble de communication de gauche à droite et de droite à gauche. D'accord ? Et chez chaque animal, il y a entre 22 et 68 de ces neurones-là. Chez une mouche, il y a peut-être 23, une autre mouche 50, une autre, ok ? Et ces neurones-là vont envoyer leur axone pour énerver, non, pas énerver, innerver, merci. Énerver peut-être aussi, on sait pas. Innerver soit cette partie du système visuel, soit cette partie plus distale de ce système visuel. Okay? Et encore une fois, là, on voit une variation. On peut avoir 6 à 23 câbles selon l'individu. Et en fait, dans le même individu, qui est évidemment génétiquement identique à lui-même, on peut avoir par exemple 10 axones à droite ou à gauche et 15 à droite. Hein? Donc il y a une variation déjà dans l'individu et entre individus. Donc ce qu'on voit ici, c'est en fait dans ce réseau neuronal là, la variation n'est pas l'exception, c'est la règle. Vous voyez ? Oui. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le plus grand nombre à gauche Très bonne question. En fait, pas du tout. On peut avoir plus des neurones, moins des axones. Là. Parce que, je pense que je vais expliquer comment ça se passe. Ouais, allez. Justement, comment ça se fait que parmi, je sais pas, là, parmi les 42, 37 neurones, etc., un certain nombre de ces axones vont atteindre la partie distale et les autres vont arrêter la partie plutôt proximale du système visuel. Ce qu'ils font, c'est la compétition entre elles. Chacune de ces neurones-là veut, entre guillemets, elle est programmée de tenter d'envoyer son axone le plus loin possible. Sauf que toutes les autres vont essayer d'inhiber cette tendance-là. Ok ? Et c'est une petite compétition entre tous les 5-6 neurones vont parler entre elles, et après 5-6 neurones, et après 5-6 neurones vont parler entre elles pour dire, faut choisir un entre nous. Ok ? Et c'est comme ça qu'on va avoir quelques axones au niveau distal. Là. Ok ? Mais, en fait, il n'y a aucune importance parmi les 5-6 neurones qui vont donner cet axone-là. Là, en rouge, par exemple, c'est cette neurone qui va gagner cette compétition. Ça peut être cette neurone-là, cette neurone-là, cette neurone-là, ça ne change absolument rien. Okay? Donc, c'est l'inhibition mutuelle, ce qu'on appelle ce processus-là, vraiment, c'est le mot technique qu'on utilise, c'est l'inhibition mutuelle. Okay? C'est imaginer, par exemple, vous désignez un groupe de 5 personnes pour aller chercher les pizzas, et pour vous tous, pour vous, c'est aucune importance quelle personne parmi ces 5-7 vont chercher les pizzas. Et ça peut être une différente personne chaque jour, le résultat est le même, tout le monde va avoir du pizza. Vous voyez ?
L'avantage de ce type de mécanisme d'inhibition mutuelle qui est stochastique, c'est-à-dire il y a une distribution de probabilité, c'est que si un jour la fameuse personne qui va chercher le pizza n'est pas là, est malade, ne peut pas aller, n'a pas l'argent, etc., une autre personne prend sa place et tout va bien. Vous voyez? Donc, ce mécanisme stochastique qui régule le ciblage axonal ajoute la robustesse. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a une perturbation dans le système, un autre neurone fait la même chose. Et le réseau continue à fonctionner. Et ça, on a montré à partir des études très... je vais pas rentrer là-dedans dans les détails. Ok. Là, qu'est-ce que je vais vous montrer là? Je viens de vous montrer là deux choses. D'abord, que chaque mouche, même des mouches génétiquement identiques, élevées dans les conditions environnementales absolument identiques, développent des cerveaux complètement différents. D'accord? À partir des réseaux neuronaux qui sont câblés de façon variable. De 1. Je vous montrer aussi que ça arrive, c'est comme ça, parce que les mécanismes génétiquement encodés ne sont pas des mécanismes déterministes. Vous comprenez? Donc il y a une différence très importante. Quand quelqu'un vous dit l'information génétique, le codage génétique de l'information, que codage et déterminisme ne sont pas la même chose. Ok? Le génome encode de façon naturelle des processus aléatoires. Ça peut être un peu perturbant. Hein? Donc, une séquence génétique donne plusieurs phénotypes. La même séquence génétique peut avoir différentes outcomes. Hein? Sortie. Résultat, merci. Tout ça, ouais. Ce dont vous parlez, c'est la construction du réseau Oui. ou l'envoi du signal? Construction du réseau. Ah d'accord. La Mais là, on voit, en fait... Qui va envoyer le réseau? Qui va envoyer son fil? Exactement. Ah, Qui va tout à envoyer fait son comme un fil livreur. jusqu'à... C'est pas comme un livreur de pizza. Hein? Un livreur de pizza, c'est plus un signal qui va et qui revient. Oui, mais d'accord. C'est pas... Bon. Ah non, Mais ce qui est super intéressant, c'est en fait le signal, ça s'appelle le action potential, le potentiel d'action, est aussi un processus stochastique. Et on sait comment ça marche, ce Ben processus. oui, on sait comment ça marche. Oui. Ben, Alberto, il sait mieux comment ça marche que moi. Bon, mais encore une fois, à quoi sert un cerveau? Il sert à contrôler et faciliter nos comportements. Hein? Donc peut-être que cette variation structurelle pendant le développement qui donne une variation phénotype des cerveaux avec des réseaux neuronaux qui sont un peu différentes l'une de l'autre, en fait, ça ne change rien dans le comportement. C'est-à-dire, si moi je prends une centaine des mouches génétiquement identiques élevées dans exactement les mêmes conditions, ils vont se comporter d'exactement la même façon parce que la variation développementale de câblage neuronal ne changerait pas grand-chose. Du coup, la question est devenue, est-ce que la variation des circuits neuronaux, la variation entraîne-t-elle une variation de comportement? Est-ce que l'individualité développementale est la base de l'individualité comportementale? Est-ce qu'on devient qui nous sommes pendant notre période, en partie en tout cas, pendant notre période de développement précoce embryonnaire? J'ai dit déjà que même dans une seule mouche qui est a priori génétiquement identique à elle-même, à gauche et à droite, il y a différents nombres des axones qui arrivent à cette partie du système visuel. Et là, ce que vous voyez vraiment, c'est le vrai cerveau d'une vraie mouche où à gauche on a les câbles partout
Et à droite, on a les câbles que dans cette partie ventrale de système visuel de la mouche. D'accord? Et ça, on a des exemples des centaines. Ok? Bon, oups. Excusez-moi, pardon. Et voilà. Donc là, vous avez par exemple un exemple de deux mouches, deux mecs là, dans ce cas-là, mais bon, Omar et Fred. Je sais pas, vous comprenez l'allusion? Non, j'avais une question peut-être tout bête, mais sur la capacité visuelle de la mouche. Est-ce que la capacité visuelle de la mouche est meilleure suivant qu'il y ait plus d'axones ou pas? Est-ce que la capacité visuelle de la mouche, du coup, est meilleure? Mais je vous montrais tout ça, c'est pas meilleur ou pire, c'est juste différent. Je vais vous montrer exactement ça. Bon, Omar, là, il a est-ce que c'est comme ça? Ouais, c'est dans ce sens-là. Il a 18 axones à droite et il a 12 à gauche. Donc, il est plutôt asymétrique dans son système visuel pour ce réseau-là en particulier. Fred, par contre, il a exactement le même nombre des axones de deux côtés. Il est symétrique. Ben, est-ce que ça change quoi que ce soit? Si on mesure le comportement visuel de Omar et de Fred, est-ce qu'on voit des différences ou pas? Ben, comment mesurer ça, en fait? Comment poser cette question? D'abord, il faut comprendre à quoi ça sert, ces neurones-là en particulier, parce que c'est une vingtaine, une quarantaine de neurones parmi 150 000. Hein. Après, à partir des expériences que je vais détailler là, ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que ce circuit-là, il sert à l'orientation vers les objets. L'orientation des objets, c'est un réflexe visuel qui existe chez tous les animaux visuels. C'est-à-dire, quand vous, par exemple, vous voyez quelque chose, ou quelqu'un vers elle voulez aller, vous allez mettre cet objet ou cette personne dans le centre de votre champ visuel. Parce que c'est la façon la plus facile de se diriger vers elle. D'accord? De centraliser les objets pendant le mouvement. Okay? Et ça, c'est en fait, pour tous les animaux, c'est facile à faire. Je centre dans le... je fais que l'objet d'intérêt est au centre de mon système visuel et je me dirige vers... Mais en fait, au niveau cérébral, c'est un processus assez complexe. Okay? Bon, comment mesurer cette object response, réponse d'objet chez les mouches? On met les mouches dans un plateau comme ça, on coupe les ailes pour que les mouches n'échappent pas. Et c'est pas gentil, ouais. Bon. Et on met des objets qui sont intéressants pour le mouche, c'est d'objets d'autres contrastes, mais bon, peu importe. Et on demande à la mouche, qu'est-ce que tu vas faire si ces deux objets identiques se trouvent exactement à 180 degrés l'une de l'autre. D'accord? Et ça s'appelle le paradigme de Buridan, Jean Buridan, ce qui est après un fable de Jean Buridan qui imaginait une âne qui a faim face à deux sources de nourriture exactement identiques, et l'âne va mourir de faim parce qu'il n'arrive pas à choisir entre deux objets identiques. Donc, l'idée de Jean Buridan derrière, c'était que l'asymétrie perceptuelle était nécessaire pour notre survie. C'est-à-dire, il fallait trouver quelque chose de plus intéressant d'une partie de nourriture que l'autre pour faire un choix. Donc, vous voyez là, le biais qu'on a, les biais qu'on a, en fait, servent parfois à quelque chose et parfois servent à la destruction de la République. Donc, attention avec les biais. Hein. Mais bon, vous voyez, on est formé pour être biaisé. Après, il faut travailler là-dessus. Bon, qu'est-ce que va faire cette petite mouche? Elle va essayer de choisir, mais en fait, ce qu'elle va faire, c'est aller faire les allers-retours sans cesse pour accéder à un de ces objets pour les évaluer. Excepté que nous, on a mis
de l'eau ici, et les mouches détestent de l'eau, donc ils ne vont jamais atteindre l'objet et ils vont aller faire les allers-retours. Et pourquoi on torture les mouches comme ça? Ben parce que... Ah oui, j'ai un petit vidéo là pour vous montrer qu'est-ce qui se passe exactement. Donc là, il y a deux objets ici et là-bas. Ça, c'est mon ex-postdoc Guérit qui met le mouche, et le mouche elle tente elle passe pas, donc elle fait ça. Vous allez voir, elle peut pas traverser la Seine. Ils reviennent rive gauche. Non, moi j'aime bien le rive droite. Donc, voilà. Elle tente la rive gauche là. Elle va passer 15 minutes à faire ça. Okay. Voilà. Après on dit ok, ça suffit. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est en fait tracer les mouvements de mouche. Et comme ça, on va arriver à savoir à quel point elle est capable de centrer ces objets d'intérêt dans le centre de son système visuel. Plus que ce mouche marche droit entre les deux objets, plus qu'elle est capable de bien centrer l'objet. Vous voyez? Et plus qu'il fait des ondes en marchant comme ça, hein, un peu comme moi dans les rues, la plupart des scientifiques ont fait ça. Plus qu'elle a du mal à centrer l'objet. D'accord? Et maintenant, on peut poser la question. Est-ce que cette asymétrie, cette variation d'asymétrie entre mouches a un effet sur le comportement de centralisation d'objets dans le centre du système visuel? Et la réponse est oui, parce que notre fameux homard qui est asymétrique dans son cerveau, il marche tout droit vers son objet et devient la grande star de Netflix avec des dizaines et voire centaines de millions de dollars des films, etc. Et le pauvre Fred qui est plutôt symétrique dans son cerveau, il va dans tous les sens et il va jamais à centrer l'objet. Vous voyez? On peut prédire du coup le comportement d'un animal juste à partir de son cerveau. Et on peut prédire le cerveau à partir du processus de développement. Donc, aujourd'hui, on arrive précocement à dire, tiens, dans 3 jours, cette mouche va émerger et elle va se comporter comme celle-ci, juste en regardant son cerveau. Et l'inverse est correct, c'est-à-dire, en regardant le comportement, on peut prédire, avec une certaine probabilité, comment, en fait, est câblé ce réseau neuronal dans le cerveau de cette mouche. OK? Donc, pendant le développement, il y a des mécanismes génétiquement encodés qui sont par nature stochastiques, qui vont créer des individus différents. Dans ce cas-là, une série de symétrie et asymétrie qui va du coup donner des comportements différents. Et ces comportements différents sont vraiment innés chez ces mouches-là, c'est-à-dire c'est la personnalité de cette mouche. Ces mouches-là ont des personnalités, c'est des individus, ils sont différents l'une de l'autre. Oui. Alors, est-ce que ça donne un avantage évolutif à la descendance de je ne sais plus, d'Omar? Oui, de Fred, ouais. Très bonne question. Il est probable, on a fait ce type d'études en fait dans ce papier-là. Il est probable que l'avantage n'est pas sur un comportement ou l'autre, mais en fait sur l'encodage de la variation. Parce que le même génome va donner des phénotypes différents. C'est-à-dire, il n'y a pas un avantage particulier à ce comportement, L'avantage évolutif, c'est de garder la variation. Et ça, on a montré. C'est-à-dire, ce qu'on a, par exemple, essayé, c'est de faire la sélection pour un comportement sur des générations et des générations à partir des mouches génétiquement identiques. On n'arrive jamais à ne pas produire ce comportement-là.
avec la même probabilité statistique. Donc, l'évolution a fait la sélection pour la variation. Et c'est quoi cet avantage? C'est que, imaginons, en fait, il y a des expériences faites chez les abeilles. Ils ont pris des abeilles, ils ont fait comprendre à ces abeilles-là que la source de sucre se trouve là-bas. Okay? Et ils ont trouvé qu'une partie de ces abeilles-là, ils comprennent tout de suite, ils vont direct vers une autre partie de ces abeilles-là, en fait, oublient, ou en fait, ils sont tellement comme Fred, là, qu'ils passent leur temps à zigzaguer avant d'accéder au sucre, ou le sucre est diminué parce que l'autre abeille a pris. Donc, sur le court terme, les abeilles qui font 3 collectent plus de sucre. Mais à un moment donné, ils vont exhauster ce ressource-là et ils ne savent pas où ailleurs trouver le sucre. Les autres abeilles vont par hasard trouver une autre source de sucre et sur le long terme, ils vont collectionner plus de sucre. Donc, la population en général, si elle était faite que ces abeilles-là, elle va mourir parce qu'au court terme, ils ne trouvent pas la nourriture. Mais si elle est faite par ces abeilles-là, sur le long terme, elle ne va pas survivre. Donc c'est le mélange, la diversité, mesdames et messieurs, qui fait la force d'une population. Le fait qu'on est différent l'un de l'autre, qu'on se comporte de façon différente, qu'on a des différences de mode de vie, de pensée, etc., etc., hein, sous condition qu'on accepte l'un l'autre, qui fait notre force comme une population. C'est vrai pour les abeilles, c'est vrai pour les mouches, et moi, je réclame que c'est vrai pour nous. Bon, bref. J'ai déjà répondu à cette question. Amusons-nous à extrapoler de la mouche à l'humain. Avez-vous des idées à quoi peut servir cette variation encodée par le même génome, à part de mes paroles un peu politiques. Restons sur la santé. Ça donne une résistance à la population. Ouais. D'autres idées? Même idée? Autre idée? Au niveau de maladies, par exemple, si on a des jumeaux atteints la même mutation génétique, si le code génomique est déterministe, les deux vont atteindre la même maladie. Mais si le développement donne une variation pendant le développement, il y a une possibilité que l'un ne va pas atteindre cette maladie, que les deux peut-être n'atteignent pas la maladie. Troisième exemple, réponse aux médicaments. Donc, tout en fait. Voilà, réponse à une certaine situation environnementale, résistance ou pas, etc., etc., etc. Ok? Donc il y a vraiment un avantage sélectionnel évolutif à que chaque génome donne toute une série de phénotypes. Bon, je reviens. Est-ce que j'ai encore du temps pour vous parler de la maladie Alzheimer ou c'est terminé? Parce qu'on peut s'arrêter là. Non? Alors, on va considérer que les questions auront été déjà en partie posées, donc on va donner 5 minutes supplémentaires à Bassett. Ça vous va ou pas? Oui. Ouais? Ok. Bon, moi j'ai dit que tout ce que j'ai parlé là, c'est drivé par la curiosité, guidé par la curiosité, c'était de comprendre l'état naturel des choses, comprendre la santé, entre guillemets. Mais j'avais réclamé que c'est une bonne façon, la seule façon, peut-être la meilleure façon de comprendre les maladies aussi. Non? J'ai pas montré ça. Bon. Parlons de la maladie Alzheimer et l'énigme génétique. Donc la maladie Alzheimer, elle a été décrite pour la première fois en 1906 par Alois Alzheimer.
Et c'est la cause la plus fréquente des démences. On parle tout le temps de la maladie Alzheimer dans les médias, etc. Le dogme actuel dit que la maladie Alzheimer est une maladie de vieillissement uniquement. C'est-à-dire qu'on est normal, tout à fait normal, jusqu'à un certain âge, et à partir de là, on a un certain risque de développer une maladie Alzheimer. Et on sait que c'est en fait, du coup, le cerveau se développe normalement, puis dégénère. Et dans les cas génétiques, où il est absolument certain que c'est une personne atteinte d'une certaine mutation, par exemple dans un gène qui s'appelle APP, va atteindre la maladie Alzheimer à partir de l'âge de 55, 60, etc., donc assez tôt. C'est vrai, en fait, la personne apparaît normale, entre guillemets, jusqu'à un moment donné où les premiers signaux de la maladie apparaissent. Le problème avec cette idée-là, c'est que dans ces formes génétiques, les mutations génétiques de la MA familiale sont présentes dès la naissance, sont toujours là, ils étaient toujours là. Et donc, nous sommes, par le dogme actuel, il faut accepter que ces gènes-là, et ces mutations-là affectent absolument rien pendant 60 ans, et tout d'un coup, quelque chose de magique arrive, et la personne atteint la maladie Alzheimer. Moi, je trouve ça très difficile. Moi, je suis un généticien de formation, je trouve ça très difficile à comprendre. Du coup, sommes-nous sûrs de ces gènes-là ne jouent pas un rôle pendant le développement du cerveau? Eh bien, en 2016, un cas a été décrit aux États-Unis d'un enfant de 20 mois avec une microcéphalie causée par l'absence de ces gènes APP. Mutation de quelle donne la maladie Alzheimer? Pas les mêmes mutations, on est d'accord, mais ça nous dit déjà que cette gène joue un rôle pendant le développement du cerveau. Ok. Ce que je vous montre par ça, c'est pour expliquer la suite, c'est que le développement du cerveau, le développement de cortex en particulier, pendant le temps de développement, ça se fait en waves. Par vague, merci. Par vague. Donc, différents types de neurones qui naissent à différents points de temps de développement. D'accord? Et en fait, pendant l'évolution, cette vague se ralentit progressivement. C'est-à-dire que notre cerveau, notre cortex se développe beaucoup plus lentement que le cortex d'un macaque, d'un singe de macaque, qui développe beaucoup plus lentement d'un chien, qui développe beaucoup plus lentement d'un souris, etc., etc., etc. Donc ce temps de développement donne l'opportunité de développer un énorme nombre de neurones, okay, qui fait que notre cortex est si large par rapport à notre corps, en fait, relatif même à chimpanzés et gorilles, nos cousins. Donc, quels sont du coup les mécanismes de ralentir le développement pour donner un cortex si large que ça? En partie, ces mécanismes se fonctionnent comme ça. Il y a des cellules souches cérébrales qui vont donner un type de neurones qu'on va appeler les types bleus de neurones. D'accord? Mais ils vont en même temps donner naissance à des copies d'elles-mêmes, c'est-à-dire une prolifération des progéniteurs. Okay? Une augmentation des nombres de cellules souches cérébrales. En même temps qu'ils donnent d'autres types de neurones, les neurones, je ne sais pas, orange, brun, etc. Après un certain temps, ils vont donner des neurones verts, et après un certain temps, des neurones rouges, etc. Et ils vont se consumer progressivement. Donc, cet équilibre entre régénérer soi-même comme cellule souche et faire des neurones, cet équilibre, s'il favorise la génération des neurones, des cellules progénitrices au début, ça va ralentir, allonger le temps de production des neurones. Parce que quand il y a encore des cellules souches,
on va encore faire de neurones. Si on consomme des cellules souches plus tôt, on va arrêter la neurogénèse ici. Okay? Et comment étudier ce processus chez l'humain direct? C'est en fait en utilisant des choses qui s'appellent des organoïdes cérébraux. C'est des ensembles de cellules souches humains qui vont générer de neurones de façon assez automatique. Okay? On peut l'observer in vitro. Donc on a un modèle, entre guillemets, de cortex humain in vitro. D'accord? On peut l'utiliser pour comprendre ces mécanismes cellulaires très spécifiques. Bon, ce qu'on a observé, c'est que normalement, ces organoïdes-là gardent beaucoup des cellules progénitrices et fait relativement peu de neurones distribués un peu partout, que dans l'absence de ces gènes APP qui donnent la maladie Alzheimer, en fait, ils perdent les cellules souches rapidement et ils font des clusters des neurones un peu partout, précocement. Et du coup, on peut imaginer que ça peut donner une chose comme la microcéphalie chez un enfant. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, l'absence de APP raccourcit le temps de neurogénèse. Parce que ce que font ces cellules souches-là, c'est plutôt faire des neurones très vite et arrêter de reproduire eux-mêmes. Vous voyez? Donc, on consomme cette population des progéniteurs assez vite en faisant beaucoup moins de neurones, évidemment, par rapport à ce qui est normal. Et donc, la nouvelle idée, c'est que l'AMA est peut-être due à une accumulation des problèmes qui commencent au cours de développement déjà et se poursuivent tout au long de la vie. Et le moment qu'on observe ça, cliniquement parlant, c'est un peu, si vous voulez, trop tard. C'est-à-dire que il y a telle robustesse dans le fonctionnement du cerveau que ça cache les problèmes qui existaient déjà pendant le développement embryonnaire précoce. Mais si cette idée est vraie, et on travaille là-dessus, hein, donc c'est pour ça que je dis peut-être aujourd'hui, si c'est le cas, nous pourrions en principe être en mesure de trouver des prédicteurs de la maladie Alzheimer, de but de la vie, et peut-être à l'avenir d'intervenir plus tôt et plus efficacement. C'est-à-dire avant que les signaux cliniques, bien avant que les signaux cliniques sont là. Si on a ce qu'on appelle des biomarqueurs précoces qu'on peut détecter à l'âge de 5 ans, 10 ans, etc., peut-être qu'on va commencer à ce moment-là déjà les traitements, les changements de comportement, quoi que ce soit. Okay? Donc c'est comme ça que la curiosité, que la science guidée par la curiosité va avoir des découvertes qui vont changer le dogme médical d'aujourd'hui pour créer des traitements de demain. Et donc la recherche fondamentale guidée par la curiosité est la source d'eau pure qui alimente la fontaine de la médecine. Et si ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Et voilà. Je trace avec cette petite quotation de William Blake. Il disait en anglais: Am I not a fly like you, and are you not a man like me? Ne suis-je pas une mouche comme toi? N'es-tu pas un homme comme moi? Merci, Bassem, pour cet exposé.